Bonsoir mesdames et messieurs, il est 22 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de la soirée. Voici les principaux titres. Le président de la République a entamé donc une visite officielle de 48 heures en Turquie, à l'invitation donc de son homologue turc Erdogan. Fin de la visite de la directrice générale du Fonds monétaire international Christine Lagarde à Djibouti. Et les États-Unis ont bloqué donc une résolution des Nations Unies concernant Jérusalem. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a entamé donc sa visite officielle de 2 jours en Turquie. Il a rejoint hier soir la capitale turque, Ankara. Le chef de l'État donc a eu ce matin ses premiers entretiens avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Alors Fardous, qu'est-ce que l'on peut dire concernant ces entretiens avec le président turc et sur quoi va porter exactement la visite du chef de l'État en Turquie? Effectivement, donc Ahmed, des relations, comme vous le dites, portant sur le forum économique Djibouti-Ankara. On a eu des relations privilégiées, donc de partenariat stratégique. La Turquie appuie la République de Djibouti dans son développement économique et social, alors que de son côté, Djibouti a offert aux entrepreneurs et hommes d'affaires turcs d'importantes donc facilités pour opérer à partir des zones franches et pénétrer ainsi le marché africain. À l'occasion de cette visite, plusieurs accords de coopération seront paraphés. Ils toucheront divers domaines et permettront de renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux pays et les deux peuples frères. La Turquie apporte déjà son assistance à Djibouti en matière d'enseignement supérieur, de santé, de développement agricole, pour la conception de barrages et retenues d'eau ou de recherche géothermique. L'agence turque de coopération et de coordination, la TICA, a offert un bureau à Djibouti et travaille de concert avec la représentation diplomatique ou chancellerie turque à Djibouti. Cette agence est devenue, Ahmed, opérationnelle peu après la visite officielle du président turc en 2015, donc en janvier 2015, et c'est pour répondre à son tour à l'invitation du président turc que notre chef d'État effectue en ce moment un déplacement en Turquie. Au cours de cette visite, le chef de l'État participera à un forum économique du monde des affaires. À noter qu'une forte délégation accompagne le président Guelleh dans cette visite en Turquie. Merci Fardous. C'est comme on peut le voir donc sur les images, le président de la République a été accueilli par son homologue turc Recep Tayyip Erdogan au palais présidentiel. Les hauts dignitaires civils et militaires de la Turquie ont accueilli le chef de l'État djiboutien. Et au premier jour de sa visite, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et son hôte Recep Tayyip Erdogan ont eu un premier entretien en tête-à-tête. Puis les chefs de l'État donc ont présidé donc une réunion élargie regroupant les deux délégations des deux pays. Cette réunion élargie donc vise à impulser un nouvel élan à la coopération dans divers domaines. Le président Ismaël Omar Guelleh a saisi cette opportunité pour féliciter son leadership quant à la tenue de la conférence de l'OCI concernant Al-Quds et a tenu à rendre hommage au peuple ami de Turquie qui reçoit sur son sol pas moins de 4 millions de réfugiés. Cette visite du numéro 1 djiboutien en Turquie s'inscrit dans la continuité des relations séculaires et historiques entre les deux peuples et les deux nations. Le chef de l'État djiboutien a proposé donc de créer un partenariat solide par la concrétisation effective de la zone économique spéciale que la Turquie doit développer donc sur ses 500 hectares à Djibouti et par d'autres projets à haute valeur ajoutée allant du tourisme jusqu'à l'agriculture. Les discussions donc entre les deux délégations ont porté sur plusieurs autres projets comme l'énergie renouvelable, la construction du barrage d'Ambouli dont le financement s'élève à 11 millions de dollars, le projet d'aménagement de la Corniche et la construction de 10 000 logements sociaux chers au président Guelleh. Et le président de la République a saisi également cette occasion pour aborder avec son homologue turc la question de la Somalie et la problématique de la crise au Yémen. Il n'a pas manqué également l'occasion de demander le soutien de la Turquie pour soutenir donc la candidature de la République de Djibouti au Conseil de sécurité prévu pour 2020. Et à l'issue de cette réunion élargie, plusieurs accords ont été paraphés entre les deux parties. Nous reviendrons donc sur ces accords paraphés dans nos prochaines éditions. Et après signature d'accords, les deux chefs d'État ont conjointement tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont réaffirmé leur volonté commune de consolider les relations de coopération entre les deux parties. Le président turc Erdogan a souhaité la bienvenue au président djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Il a également
également évoqué les dernières évolutions de la situation en Palestine. Le président Erdogan a réaffirmé sa position de fermeté à la cause palestinienne, notamment le droit du peuple palestinien de disposer d'un État souverain. Le président donc a réaffirmé son rejet catégorique de la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État israélien. En ce qui concerne la relation de coopération entre nos deux pays, le président Erdogan a réitéré son engagement de contribuer à la santé publique en construisant un hôpital de référence pour les enfants ainsi que la construction du barrage du maintien de l'eau. Enfin, en notant donc que le président Erdogan a salué les efforts entrepris par la République de Djibouti sous le leadership du président Guelleh pour la restauration de la paix et de la stabilité en Somalie. De son côté, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a tout d'abord exprimé ses remerciements pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à lui ainsi qu'à sa délégation. Le président Guelleh a salué le soutien du gouvernement turc, la République de Djibouti, dans de nombreux domaines. Le chef de l'État djiboutien a affirmé l'importance du rôle majeur pour la cause palestinienne, notamment le dernier sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique. Plusieurs hauts responsables djiboutiens accompagnent le président Guelleh durant ce déplacement en Turquie, dont notamment le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Okiye, qui est en direct avec nous par téléphone à partir d'Ankara. Bonsoir, monsieur le ministre. Nous allons dans quelques instants donc retrouver le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Okiye, en direct par téléphone à partir d'Ankara. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors merci à vous donc d'accepter déjà de bien vouloir répondre à aux questions. Le chef de l'État, monsieur le ministre, est en Turquie depuis hier soir suite à l'invitation de son homologue Erdogan. Et au premier jour de la visite officielle du chef de l'État, un premier tête-à-tête avec le président turc et une réunion élargie durant laquelle plusieurs accords ont été paraphés. Premièrement, monsieur le ministre, quels sont les différents points sur lesquels les deux présidents se sont entendus durant cette réunion et sur quoi portent ces accords qui ont été paraphés par la suite? Et qu'est-ce que cela représente pour Djibouti? Bonsoir. Nous allons dans quelques instants donc être en direct avec le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi. Oui, monsieur le ministre? Nous allons retrouver donc le ministre de la Santé dans quelques instants et nous allons donc poursuivre avec l'actualité. Donc en séjour à Djibouti dans le cadre de sa nouvelle tournée africaine, la directrice générale du Fonds monétaire international, Madame Christine Lagarde, a été reçue hier par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed Fardous. Donc, au cours de leurs entretiens donc, avec les autorités du pays, Mme Christine Lagarde a présenté sa vision sur les voies que doit emprunter Djibouti pour concrétiser ses ambitions de devenir un centre logistique de services pour toute l'Afrique de l'Est. Selon elle, les nouvelles technologies et le commerce international devront stimuler la croissance économique alors que le pays a beaucoup investi pour renforcer ses infrastructures. Et donc la directrice générale du Fonds monétaire international, Fardous, a été donc élevée au titre, en annonce que le direct avec le ministre de la Santé a été donc rétabli. Le ministre de la Santé, donc, Dr Jama Elmi Okiye, qui accompagne le président de la République dans le cadre de son déplacement en Turquie suite à l'invitation de son homologue turc Erdogan. Alors monsieur le ministre, je disais donc que le président est en Turquie depuis hier soir. Les deux chefs d'État ont eu donc un premier tête-à-tête suivi d'une réunion élargie. Alors, sur quel point les deux présidents se sont mis d'accord et sur quoi portaient également les accords qui ont été paraphés entre les deux parties? Oui, vous avez raison et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Il y a eu hier soir, le président était arrivé. Ce matin, la journée était très chargée. Le matin, il y avait la réunion au niveau de l'Assemblée nationale et la pose de germe à le père historique de la Turquie, Atatürk. Puis cet après-midi a commencé la réunion officielle. Le président de la République a été reçu par son homologue, le président de la République de la Turquie, Erdogan. Et il y a eu un entretien très très fructueux.
Et postérieurement, il y a eu la réunion au niveau des deux présidents et de tous les ministres. De là, en large, la politique a été régionale, ainsi que la relation des deux pays bilatérales du pays a été passée en large en vue. La Turquie a demandé à la République de Djibouti ou a confirmé à Djibouti d'élargir le partenariat existant entre la République de Djibouti et la Turquie, que la Turquie est un pays ami et frère et que les investissements à Djibouti s'accroîtront. Les échanges commerciaux ont augmenté ces dernières années, ils ont affirmé ça. Erdogan a mis en miroir de la vision éclairée du président de la République, son excellence de Ismail Madele, et le chemin de développement qu'il mène à son pays pour qu'il puisse réussir. Il a applaudi aussi l'aide de Djibouti et le soutien pour la Somalie. Et en plus, il a confirmé son intérêt de la Turquie, l'intérêt de la Turquie à pouvoir contribuer au développement de Djibouti, à investir dans la République de Djibouti, à pouvoir développer une grande zone franche aux zones économiques, comme ils disent à Djibouti. Il y a eu beaucoup de souhaits. La Turquie a informé à notre président l'importance qu'a Djibouti pour la Turquie et que la Turquie voudrait être un acteur aussi dans le développement de Djibouti et nous soutenir dans toutes les démarches que Djibouti va prendre. Surtout, ils ont parlé de nos infrastructures portuaires, ceux qui arriveront dans le rapport, ils ont parlé du chemin de fer. Les grandes infrastructures dans le pays comptent pour se développer. Erdogan a salué la République du Djibouti et à la tête le président de la République, son excellence Ismail Madele, pour le soutien constant à la cause de l'islam et aussi à des activités les conférences que la Turquie a menées, surtout celle qui a eu lieu à Djibouti et que notre Premier ministre, celle qui a eu récemment, excusez-moi, en Turquie et que notre Premier ministre avait participé. Les deux chefs d'État ont partagé beaucoup de points de vue qui sont vraiment très convergents et notre président a confirmé la disposition de Djibouti pour accueillir tous les investisseurs. Il a remercié pour ce qui est du barrage qui est en construction, qui est un don de la Turquie. Il a remercié pour l'hôpital qui sera bientôt, dans lequel on fera la pose de pierre. La Turquie va construire pour Djibouti, ainsi que d'autres facteurs tels que la mosquée, ainsi que d'autres. Et toutes les demandes de la République de Djibouti, notre président a été très bien accueilli. En l'occurrence, il y a eu 4 accords qui ont été signés, 2 en matière de santé et 2 en matière de défense. Particulièrement au niveau de la santé, tout ce qu'on a demandé a été accepté, que ce soit cet hôpital, que ce soit un don des ambulances, que ce soit un don d'un quota de personnes à évacuer ici, ou que ce soit la spécialisation, la formation des spécialités des Djiboutiens. Nous avons réellement été vraiment très surpris par l'accueil chaleureux et fraternel de la Turquie. C'est vrai qu'on s'attendait et qu'il y a des excellentes relations, on s'attendait que l'accueil sera vraiment très bon, mais ils étaient au-dessus de tout ce qui nous attend et notre président a été accueilli à bras ouverts. Ça se voyait la relation d'amitié, de fraternité entre le président turc et notre président est vraiment à son apogée, exceptionnel. Et en 2015, comme Erdogan est venu visiter Djibouti, son premier voyage en Afrique, il était venu à Djibouti. Notre président a fait aussi lui aussi, la deuxième fois, il est venu à la Turquie. Et nous sommes vraiment très heureux. Demain, il y aura, Inch'Allah, la réunion de tous les businessmen, un Turc dans lequel le président s'adressera. Il y a aussi les businessmen djiboutiens qui sont là. Et aussi, il y aura la visite de l'université qui a coûte que coûte voulu que notre président puisse la visiter et qui donne beaucoup d'importance à Djibouti. Donc, en résumé, je voudrais vous dire que la Turquie est un partenaire clé pour Djibouti aujourd'hui et ils ont confirmé cela. Ils ont demandé aussi d'augmenter notre niveau de partenariat et de faire en sorte que les conventions qui se signeront seront des partenariats stratégiques. Ils ont aussi ouvert les portes en disant, dans tous les aspects que Djibouti aura besoin, la Turquie le soutiendra sans faille. Nous avons vu une amitié, une fraternité, nous avons vu deux leaders qui avaient une entente et qui étaient en symbiose
et dans lequel il y avait un respect mutuel. Djibouti peut être petit par sa surface de 23 000 km², mais elle est grande par son cœur et pour tout fait au niveau mondial. Et donc, Erdogan a mis en exergue l'importance de Djibouti et le lieu stratégique que Djibouti se situe, et la vision de notre président a été saluée et reconnue à niveau mondial et surtout dans le monde arabe. Cela est un honneur pour la République de Djibouti et Inch'Allah, nous comptons y profiter de cette disposition pour que la Turquie nous aussi aide dans notre chemin de développement. Nous pouvons aussi être heureux et que nous vanter de l'image de Djibouti à niveau international, l'image qu'a forgée depuis des années notre pays, et à la tête de ce travail laboureux, notre président de la République, qui a une image exceptionnelle dans le monde et un respect qui, on le constate jour après jour, dès qu'on puisse sortir de notre pays, nous puissions constater l'importance qu'a Djibouti. Donc nous sommes très heureux de cette visite et toutes les questions dans lesquelles nous avons mis sur la table ont été acceptées, ont été applaudies, surtout la zone franche qui verra le jour de 500 000 m² qui verra le jour, et la construction de l'autoconstruction, ainsi que d'autres aspects très importants que, je pense, il sera détaillé par mes différents collègues ou que lorsqu'il y aura la presse avec la déclaration du chef de l'État qui a déclaré. Mais sachez que cette visite est très important et les Djiboutiens peuvent être fiers de leur pays et de leur président. Lorsque nous sommes à l'extérieur, nous constatons la grandeur de Djibouti. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre de la Santé. Je rappelle que c'était le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Okiye, qui était avec nous en direct depuis Ankara. Donc, le ministre de la Santé accompagne le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, dans le cadre donc, de son déplacement de travail donc, de 2 jours en Turquie, suite à l'invitation de son homologue turc Erdogan. Également dans l'actualité, la République de Djibouti condamne le tir de missiles effectué aujourd'hui à partir du Yémen sur des zones habitées donc à Riyad, la capitale saoudienne, dans un communiqué publié aujourd'hui par le cabinet du Premier ministre et chef du gouvernement par intérim. La République de Djibouti considère ce tir comme une violation du droit international et un grave crime condamnable. Le communiqué ajoute que la République de Djibouti réitère sa solidarité avec l'Arabie saoudite contre les milices qui tentent de prendre le pouvoir par la force et leurs alliés déstabilisateurs de la région. Djibouti a salué donc le professionnalisme des forces armées saoudiennes qui ont intercepté et détruit ce missile par cette action fort louable et a permis d'éviter des pertes humaines. Le communiqué ajoute que la République de Djibouti renouvelle son engagement aux côtés donc du gouvernement légitime sous le leadership du président Abdurrabbo Mansour Hadi. Le communiqué souligne également la nécessité de trouver une solution politique globale ainsi que la crise humanitaire qui sévit donc dans ce pays, et ceci conformément à l'initiative donc des pays du Golfe et de la recommandation du dialogue national entre Yéménites ainsi que la résolution du Conseil de sécurité 2216. Fin de citation. Et la directrice générale donc, du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, qui était en visite de travail à Djibouti dans le cadre de sa tournée africaine, donc, a été reçue par le Premier ministre, durant laquelle donc, elle a été décorée par le Premier ministre. Cette distinction donc, a été attribuée à la directrice du FMI par ses conseils et le soutien de l'institution qu'elle dirige, Fardous. Donc, Ahmed, pour titre de rappel, le FMI et la Banque mondiale sont 2 institutions principales financières créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour mettre fin à l'ordre de l'économie des pays dévastés et meurtris par la guerre et les aider à se reconstruire. Christine Lagarde a pris part hier à une rencontre de concertation avec les décideurs politiques et les opérateurs économiques. Selon elle, le FMI, la directrice a souligner que les nouvelles technologies et le commerce international sont les vecteurs de la croissance. Elle a également souligné que le tourisme est un secteur porteur favorisant la création d'emplois. Elle a reconnu que Djibouti est en bonne voie pour devenir un hub commercial, voire régional, voire international dans
d'une grande importance suite aux investissements réalisés par notre pays. Au cours d'un entretien privé, la directrice générale du FMI a fait part de sa satisfaction sur les réformes entreprises par le gouvernement, des réformes initiées avec l'assistance du FMI pour conforter ainsi la bonne gouvernance, ce qui permettra, a-t-elle précisé, une croissance rapide de notre économie. Et une réunion élargie entre les deux parties s'en est suivie. Au cours de ces échanges, les autorités djiboutiennes ont défendu leurs options pour investir dans les secteurs clés tels que les télécommunications, la chaîne de transport par voie routière et ferroviaire, ainsi que la construction de plusieurs infrastructures portuaires, même si l'endettement est conséquent. La dirigeante du Fonds monétaire international a de son côté soutenu qu'il faut vite parvenir à résorber une grande partie des crédits alloués afin de ne pas trop handicaper le pays. Les discussions entre partenaires se sont déroulées dans un climat serein, empreint d'une grande franchise. Et par la suite, la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, dans l'honneur de la visite de cette dernière, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNFD, a organisé hier une conférence sur l'autonomisation de la femme. Cette conférence de haut niveau a été présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumin Ahmed Hassan, accompagnée de la directrice générale du FMI, plusieurs personnalités et des femmes éminentes du gouvernement, du secteur public et privé, ainsi que de la société civile ont participé à cette conférence qui avait pour objectif de souligner l'importance de l'autonomisation de la femme comme enjeu du développement durable. Suite à un constat mondial, les femmes contribuent de manière significative à la survie économique de leur communauté et à la croissance de leur pays en accomplissant un large éventail d'emplois et d'activités dans des secteurs peu valorisés. En dépit des progrès enregistrés au chapitre de l'égalité entre les sexes, dans des domaines comme la santé et l'éducation, et on observe encore un écart économique considérable entre les hommes et les femmes dans la plupart des régions du monde. Des femmes qui sont fonctionnaires, qui sont ministres, bien sûr, des femmes qui sont chefs d'entreprise, des femmes qui sont patronnes d'organisations non gouvernementales, des femmes actives dans les médias sociaux, des femmes intellectuelles, des femmes professeurs, et des femmes qui, essentiellement, assument leurs conditions tout en reconnaissant les graves inégalités, les écarts entre, bien souvent, les hommes et les femmes. Et depuis environ 2 ou 3 mois, dans les déplacements que j'ai effectués, les femmes que j'ai rencontrées m'ont dit « c'est formidable ce que vous faites, il faut continuer à créer ces groupes de parole, mais il faut impérativement inclure des hommes. Et inclure des hommes qui soient des champions de la cause des femmes et de la cause du respect réciproque qu'on se doit les uns à l'égard des autres. » Et pour plus de précisions concernant cette conférence, écoutons les explications de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumin Ahmed Hassan. Le deuxième axe de cette stratégie porte sur le genre et la politique, porte sur le genre et l'autonomisation des femmes. Tous les efforts institutionnels sont traduits par la mise en œuvre des initiatives suivantes. Renforcer l'alphabétisation des femmes et des jeunes filles, développer les compétences et améliorer l'employabilité des femmes, faciliter l'insertion professionnelle des femmes en mettant l'accent sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin, accroître l'autonomisation des femmes en leur assurant des activités génératrices de revenus, systématiser l'intégration de l'approche genre dans toutes les politiques publiques. Le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, œuvre ainsi chaque jour pour sortir les femmes et les jeunes filles de toute forme de précarité. Les opportunités que nous leur offrons leur permettent d'utiliser pleinement leurs compétences et ainsi de contribuer à l'effort du développement du pays. À titre d'exemple, nous avons mis en place des incubateurs et des pépinières d'entreprise. Ces nouvelles structures permettent de promouvoir l'entrepreneuriat en appuyant les jeunes porteuses de projets à travers du conseil, du management, de recherche de financement, mais aussi des espaces pour héberger leur petite entreprise lors de son ouverture.
Et dans une interview qu'elle nous a accordée, la directrice générale du Fonds monétaire international, Mme Christine Lagarde, est revenue sur les points saillants abordés avec les femmes en général et la ministre de la Femme et de la Famille en particulier. Nous l'écoutons. La réputation d'un centre financier régional va reposer sur des politiques visant à éviter le blanchiment d'argent, visant à éviter le financement du terrorisme. Donc, sous l'autorité de la supervision de la Banque centrale, il faut impérativement que les banques locales se conforment aux exigences de lutte contre le blanchiment, de lutte contre le financement du terrorisme. Et c'est à ce prix et sous réserve de se conformer à ces exigences que les banques pourront prospérer, se développer et assurer un financement à caractère régional. Nous sommes très très heureux de voir que la Banque centrale de Djibouti a déterminé la priorité à accorder à la lutte contre le blanchiment et à la lutte contre le financement du terrorisme. Il y a une cellule qui a été constituée auprès du gouverneur de la Banque centrale qui est particulièrement chargée de ces questions. Nous allons fournir de l'assistance technique du Conseil en la matière et je pense que Djibouti peut arriver à tenir son rang dans ce domaine. Mais c'est un domaine où il faut être à la fois très précis et en permanence très vigilant. Également dans l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu hier une délégation de haut niveau du ministère des Armées françaises. Cette rencontre s'est déroulée en présence du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Badoun, peu avant son départ pour la Turquie, mais aussi en présence du secrétaire général de la primature, du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, du directeur de la sécurité nationale et du général Tahir Mohamed Ali, chef d'état-major de la Défense. L'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou, avait introduit auprès du Premier ministre cette délégation militaire de haut niveau. Il avait à ses côtés l'attaché de défense de l'ambassade, le colonel Laval. Les discussions ont porté donc sur le partenariat stratégique en matière de défense entre Djibouti et la France. Cet échange aura permis d'aborder plusieurs sujets importants, ce qui conforte les relations d'amitié et de coopération entre la France et Djibouti. Dans le reste de l'actualité, Djibouti a abrité aujourd'hui la première conférence des intellectuels somaliens. La conférence, co-organisée par l'Institut des études politiques et stratégiques et des Heritage Institute de la Somalie, est la première du genre et regroupe l'ensemble des intellectuels somaliens vivant de par le monde. Cette conférence est déroulée en présence du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barre, de l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, Aden Hassan Aden, du ministre somalien de la Planification, Abdul Karim Hassan Jama', du directeur de l'Institut de l'héritage somalien ainsi que du directeur de l'Institut d'études politiques et stratégiques du CERD. Cette conférence qui a réuni près de 100 participants venus de partout dans le monde entier, à savoir donc des chercheurs, des professeurs des grandes universités, des grands politiciens, d'ex-membres du gouvernement somalien ainsi que de représentants du Parlement somalien. Il s'agit là d'une conférence donc d'échange d'idées entre les intellectuels, les experts somaliens, alimentant donc un débat d'idées sur l'aide au développement politique des pays de la sous-région. Animé par des professionnels et des hauts cadres issus des pays de la sous-région, l'objectif de la conférence était d'exprimer donc librement des points de vue et d'échanger dans un esprit constructif sur la situation politique et économique et sécuritaire du peuple somalien vivant dans la Corne de l'Afrique, mais aussi examiner les différends donc qui opposent la communauté somalienne. La République de Djibouti a accueilli cette conférence comme tant d'autres afin de promouvoir le dialogue intersomalien qui est une priorité pour le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre de la Planification, du Financement et du Développement du commerce somalien donc a indiqué, je cite, pour commencer donc, je tiens à remercier la République de Djibouti qui nous a permis de nous réunir ici, tout en sachant que ce n'est pas la première fois que le gouvernement djiboutien héberge une telle conférence, car nous le savons tous, la Djibouti donc a organisé et accueilli plusieurs conférences dans le cadre de la réconciliation des frères somaliens et de la reconstruction d'un gouvernement donc durable. Djibouti a toujours soutenu, a-t-il dit, solidairement ses frères somaliens de tous les côtés donc, et pour ça nous vous remercions, a-t-il dit, du fond du cœur. Par ailleurs, pour évaluer la situation actuelle de la République fédérale de la Somalie, il est important, a indiqué le ministre, de retenir plusieurs points essentiels. Il est évident qu'aujourd'hui la République fédérale de la Somalie a connu une croissance et se redresse de plus en plus, mais ceci n'exclut pas que le pays est en train de se développer petit à petit et qu'il a besoin de sa communauté. Aujourd'hui, a-t-il dit, pour conclure, nous nous sommes réunis
réunis, non pas pour dire qu'on n'a rien fait, mais plutôt pour se rappeler, se demander et savoir aussi de là où nous sommes partis et où nous en sommes aujourd'hui pour bien évaluer les avancées du gouvernement et promouvoir un développement durable. Et de son côté, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf djiboutien, donc Moumin Hassan Barré, a affirmé donc que c'était un honneur pour lui, un privilège d'être parmi donc ces conférenciers pour prendre part à cette conférence des intellectuels somaliens de la Corne de l'Afrique, tout en représentant la République de Djibouti et plus précisément le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui aurait aimé, a-t-il dit, participer à cette rencontre de grande envergure, mais qui est en déplacement en Turquie suite à une invitation officielle qu'il a reçue de son homologue turc. Mais nous espérons, a dit le ministre, tout de même qu'il sera là avec nous lors de la clôture de cette conférence. Encore une fois, a-t-il poursuivi, c'est un plaisir donc de vous accueillir à Djibouti, votre second pays, votre seconde patrie. Vous êtes avec vous, vos frères et sœurs, et j'espère de tout cœur que vous vous sentiez donc chez vous et que les travaux de cette conférence se dérouleront parfaitement et dans un bon climat. Par ailleurs, a poursuivi le ministre, il est évident que cette réunion qui nous a permis aujourd'hui donc de nous voir est d'une importance capitale et à la fois historique, car nous le savons tous que plusieurs points essentiels seront évoqués au cours de cette réunion et que ceci sera bénéfique pour l'ensemble de la communauté. En effet, a poursuivi le ministre, quand la guerre civile a éclaté en Somalie, la République de Djibouti donc a pris l'initiative d'organiser une très grande conférence qui s'est déroulée à Arta pour la réconciliation des frères somaliens, tout en sachant que d'autres grandes conférences de même genre ont suivi, tous organisées à Djibouti. Par ailleurs, tous ces efforts louables ont été initiés et mis en place par le président de la République, qui n'a jamais baissé les bras afin que le peuple somalien regagne sa place. Et parmi ces plus grands efforts figure aussi celui de la sécurité, car Djibouti a envoyé ses troupes en Somalie et qui font partie des forces de l'AMISOM. Les forces armées djiboutiennes ont pris part donc aussi à la reconstruction d'une partie des villes et aident la population locale dans différents domaines. Et à l'issue du forum, notre équipe sur place a recueilli pour nous les réactions des participants. D'abord, c'est une réunion qui a été co-organisée par Heritage Institute, qui est basé à Mogadiscio, qui est un think tank somali qui a été créé en janvier 2013, qui est basé à Mogadiscio. L'Institut d'études diplomatiques et stratégiques du CERD, qui a co-organisé cet événement, qui a été initié, mis en œuvre, exécuté avec les soutiens des autorités djiboutiennes. Nous sommes très contents d'accueillir aujourd'hui une centaine d'intellectuels somalis qui viennent un peu de tous les pays, que ce soit des pays de la région, des pays de la péninsule arabique ou de l'Occident, Amérique du Nord essentiellement et Europe. Nous sommes très contents de les accueillir. Ce n'est pas la première fois que Djibouti accueille ce type d'événement, quoique le format de cette année est très différent de ce que nous avons connu par le passé. Ce qui se fait ici, c'est une rencontre entre des intellectuels de haut niveau. La plupart sont au-delà des Somalis, tout le peuple de la Corne. En nouvelle nationale, toujours dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des migrants, l'Organisation internationale pour les migrations à Djibouti a organisé hier au Centre culturel français une cérémonie, à l'instar donc du reste du monde. La cérémonie de la célébration de la Journée mondiale des migrants s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Éducation nationale, la ministre de la Femme et de la Famille, le ministre de la Justice, le secrétaire exécutif de l'ONARS, de la représentante de l'OIM à Djibouti, de la coordinatrice résidente des Nations Unies, ainsi que plusieurs invités. La journée des migrants a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 4 décembre 2000 et a pour thème cette année la migration sans danger dans un monde qui bouge, et commémorant l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Comme aussi ordonnés, normaux et bénéfiques pour tous, qu'ils n'appellent à aucun commentaire. Nous devrons réfléchir à comment gérer la majorité qui se voit privée du droit à la mobilité en raison de ces circonstances de vie. Des centaines de millions de personnes qui ne sont pas compétitives sur le marché du travail et de plus en plus mondialisées doivent regarder de l'extérieur un monde dont elles ne peuvent que rêver. Elles font face à de grandes difficultés et inégalités de revenus et n'ont aucune chance d'obtenir un visa ou un permis de travail. C'est pourquoi je place tant d'espoir dans le pacte mondial sur la migration, qui doit être signé fin 2018,
Il est en cours de négociation avec les États membres et sous les auspices des Nations Unies et vise à couvrir la migration internationale de manière globale. Tout premier accord intergouvernemental du genre, il n'empiétera pas sur la souveraineté des États. Et pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a indiqué que cette journée est aussi l'occasion de sensibiliser l'opinion donc dans les domaines économiques, culturels et sociaux au profit tant de leur pays d'origine que de leur pays de destination. On l'écoute. Chaque année, comme à l'accoutumée, mon pays, la République de Djibouti, s'est rejoint au reste du monde pour célébrer ensemble, dans la joie et la bonne humeur, la journée internationale de la migration. En ce 18 décembre 2017, le thème retenu, migration sans danger, la République de Djibouti demeure un havre de paix, un îlot de stabilité dans une région particulièrement tourmentée. De ce fait, nous prenons à cœur notre rôle et assumons avec constance et générosité notre devoir d'accueil, d'assistance et de protection pour tous ceux qui viennent des pays limitrophes ou de beaucoup loin pour chercher refuge chez nous. En cela, je l'ai dit sans orgueil, ni fausse modestie, notre pays a toujours été une référence et un modèle pour toute la communauté internationale. Une nation aux ressources limitées, une superficie réduite, mais qui chérit le sens du partage et les valeurs de solidarité. En ma qualité de ministre de l'Intérieur et coordinateur de la politique migratoire du gouvernement de la République de Djibouti, je me réjouis de votre présence, car la Journée mondiale de la migration nous offre une formidable tribune pour poursuivre et renforcer ces plaidoyers. Je remercie particulièrement les efforts louables que fournit la mission de l'UEM à Djibouti dans le domaine de la migration, ainsi que tous les partenaires techniques et financiers qui appuient notre pays dans ce domaine. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a fait un don de 2000 livres pour la région de Tadjoura. Ce don donc a été réceptionné par le chef de service de l'éducation de la région au sein du lycée en présence du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banouita, et du président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a fait donc ce don de 2000 livres afin de renforcer les bibliothèques, notamment du lycée industriel et commercial, du collège de Tadjoura ville, mais aussi ceux des ruralités. Un livre est un élément essentiel donc pour l'apprentissage. Le préfet et le président du conseil régional ont remercié le ministre des Affaires étrangères et ont salué son action en soulignant qu'une bibliothèque n'est pas un luxe mais une nécessité. Pour promouvoir la lecture et la diffusion des connaissances dans cette région. D'autres initiatives, tout aussi louables du ministre, déjà concrétisées, je pense notamment, pour ne citer que celle-là, à la construction par le biais d'un financement d'une ONG de 50 logements à 5 km de Tadjoura ville au profit des familles les plus démunies de cette région. Des projets destinés à créer des emplois sont en cours de réalisation. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec Asma. Donc Asma, au siège des Nations Unies à New York, les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution condamnant la reconnaissance par le président américain de Jérusalem comme capitale d'Israël. Les États-Unis donc ont été isolés. Les 14 autres pays membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur de la résolution présentée par l'Égypte.
Oui, le texte de la résolution à laquelle se sont opposés les États-Unis réclamait que la décision de Donald Trump, qui reconnaît de manière unilatérale Jérusalem comme capitale d'Israël, soit révoquée. Cette déclaration de Trump a été unanimement condamnée par la communauté internationale. Le texte négocié depuis des jours jugeait nul et non avenu toute décision ou action visant à altérer le caractère, le statut ou la composition démographique de Jérusalem. Après le Conseil de sécurité, les Palestiniens ont annoncé un prochain scrutin à l'Assemblée générale de l'ONU, même si les textes qu'elle adopte n'ont pas de valeur contraignante. Mahmoud Abbas a déclaré qu'il faudrait être fou pour laisser les États-Unis jouer à nouveau les médiateurs de paix. En plus de vives tensions diplomatiques, la décision unilatérale et controversée de Donald Trump le 6 décembre dernier a entraîné des violences qui ont fait une dizaine de morts et des centaines de blessés. Et également dans l'actualité en Afrique du Sud, cette fois, Cyril Ramaphosa est élu président du Congrès national africain, le parti au pouvoir donc en Afrique du Sud, avec plus de 24 heures de retard sur le programme. Cyril Ramaphosa a donc battu d'une courte avance, 51,8% des voix, sa rivale donc Nkosazana Dlamini Zuma, dans la course à la tête de l'ANC, le Congrès national africain. Oui, Ahmed, il faut dire que les vérifications des habilitations des délégués et le comptage des voix a pris plus de temps que prévu. Eh bien, sur les 4776 délégués appelés à désigner le nouveau président de l'ANC, ont déposé un bulletin dans l'urne. Très exactement, 2440 ont donné leur voix à Cyril Ramaphosa contre 2261 pour sa rivale Dlamini Zuma dans l'immense enceinte du centre d'exposition de Nazareth, où près de 3000 journalistes avaient été accrédités. Eh bien, Fatima, une travailleuse communautaire qui a grandi avec Ramaphosa, affirme espérer que cette victoire va aider à apporter des changements dans sa communauté ravagée par le chômage et la drogue. Merci Asma pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Excellente suite de programme.